l'autorité du Seigneur. Salutations. Le dire, c'est que ça fait un petit moment même pas concevable en fait. que j'ai pas fait un petit live. Elle institue que l'individu de sujet, il devient citoyen, individu éclairé, capable de faire des choix. Alors on va mettre une vidéo auquel je suis tombé actuellement qui est très intéressante pour des choses que j'arrive. En fait, ce qui est bien, c'est que les gens, au fur et à mesure, vraiment, on va dire, font les efforts pour améliorer le langage, on va dire, commun, populaire. Donc vous allez voir qu'on va écouter sa vidéo et je vais revenir un peu sur tout ce que je fais depuis un moment et comment on va résumer un petit peu, on va dire, ma position actuellement vis-à-vis de tout ce qui se passe. Donc on va remettre cette petite intro. Donc on va rapprocher un petit peu tout ça. De toute façon, l'essentiel c'est vraiment de suivre ce qu'elle dit. Et je vais revenir par rapport au titre. D'autres que ça te donne forcément la confiance non plus. En plus, voilà quoi. Épisode 2, on rentre direct dans le vif du sujet, controversé, hein, la nation. C'est un terme qui fait peur, sans déconner. Je n'ai pas pu choisir autre chose que la nation pour l'épisode 2. Rien que le mot fait trembler la voix de plein de gens et grimper leur tension, parce qu'ils ont peur d'être renvoyés à leur propre intolérance, comme si se connaître c'était détester le monde entier, alors qu'il suffirait qu'ils ouvrent un livre d'histoire pour comprendre l'origine et le sens de ce mot, pour comprendre un peu mieux leur pays, et pour se comprendre peut-être un peu mieux eux-mêmes. Parce que t'auras beau retourner le truc dans tous les sens, en tant que Français, la nation, c'est quand même un concept qui nous définit, et ça, bien plus que dans tous les autres pays. Bah tiens, d'ailleurs, rien que le fait de savoir ça, est-ce que ça me rendrait pas un peu légitime à en parler ? Allez, envoyez le générique. Et en fait, il était là le point de départ. Si nous, Français, on a un rapport particulier à la nation, c'est parce que c'est nous qui avons défini quelle était notre idée de nation en tant que Français. Pas par rapport à ce que d'autres nous disaient ou à une définition du dictionnaire, mais par rapport à une idée qu'on se faisait de nous-mêmes et par rapport à notre vision du monde. Alors, la question par laquelle il faudrait commencer, c'est pas tant c'est quoi la nation française, mais plutôt la nation, c'est qui ? Pour ça, on va revenir un petit peu en arrière. Quand le 20 septembre 1792, les soldats français, sous les ordres des commandants Kellermann et Dumouriez, affrontent les troupes prussiennes du duc de Brunswick, l'armée française semble en bien mauvaise posture. La France est en révolution, en instabilité politique depuis 3 ans. Elle a du mal à trouver son identité, elle essaye tant bien que mal de concilier l'existence du roi, héritier de 1000 ans quand même, c'est pas rien d'histoire de France, et les nouvelles idées d'égalité et de justice qui ont trouvé leur accomplissement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après laquelle il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas de retour en arrière possible, et les monarchies étrangères liées à la nôtre le savent. Leurs représentants craignent à la fois pour leur régime politique et pour leur statut, et ils ne le savent pas encore, même s'ils doivent s'en douter quand même un peu, pour leur tête. Car si la France abolit les privilèges, déclare les hommes égaux en droit, qu'est-ce qui empêche que cela se passe chez eux et que ça ne mène à un inévitable renversement de la monarchie ? En plus, le roi Louis XVI en France a essayé de se barrer 1 an plus tôt, de rejoindre un bastion royaliste pour organiser une contre-révolution, donc il n'est pas exactement en odeur de sainteté dans la France révolutionnaire, et ça, les Prussiens le savent aussi. Le manifeste de Brunswick du 25 juillet 1792 avait d'ailleurs ouvertement menacé Paris et notre Assemblée nationale de représailles. Que les généraux, officiers, bas-officiers et soldats des troupes de la ligne française sont tous sommés de revenir à leur ancienne fidélité et de se soumettre sur le champ au roi, leur légitime souverain. Que la ville de Paris et tous ses habitants, sans distinction, seront tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi. Que si le château des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté, le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation et à leur liberté, elles en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire. Ça sent un peu la fumée quand même. Hein, les révoltés coupables ils auront mérité. Aussi oui, ouvert. C'est clairement une menace de massacrer et de torturer la ville de Paris. Et je rappelle qu'à ce stade, on n'a même pas encore essayé de faire une république, ni de faire passer le roi sur le Millau. Millau Varenne.
En conséquence, le roi Louis XVI s'est déclaré suspendu de ses fonctions. Mais l'armée prussienne tente de marcher sur Paris au nom du roi, de libérer la famille royale et restaurer l'autorité de Louis XVI. La chute de Longwy et Verdun tombe le 2 septembre. Salut Archandal. Et la route vers Paris semble ouverte pour les troupes prussiennes, méthodiques, organisées, face à une armée révolutionnaire jeune, pas forcément hyper bien organisée du coup, et dont surtout c'est le premier vrai combat. Brunswick s'imagine alors, en arrivant sur Valmy, ça va être encore du tout cuit, il fait donner l'assaut et s'apprête à la victoire qui restaurera l'ordre royal, dirait-on aujourd'hui l'establishment. Mais ce à quoi Brunswick ne s'attendait pas, c'était ça. Brunswick dirigea sa lorgnette et il vit un spectacle surprenant, extraordinaire. À l'exemple de Kellerman, tous les Français, ayant leur chapeau à la pointe des sabres, des épées et des baïonnettes, avaient poussé un grand cri. Ce cri de 30 000 hommes remplissait toute la vallée. C'était comme un cri de joie, mais étonnamment prolongé. Il ne dura guère moins d'un quart d'heure. Fini, il recommençait toujours, avec plus de force. La terre en tremblait. C'était vive la nation. Il est nécessaire de revenir ici sur ce que l'on entend par le mot nation. Je ne parle bien sûr ici pas du mot nation en tant que synonyme de pays ou d'État, comme quand on dit l'Organisation des Nations Unies par exemple. Sinon je parlerai d'État ou de pays, d'ailleurs les deux ne sont pas non plus complètement synonymes, mais enfin bon. J'entends ici le mot nation comme un concept chaud et vivant. Contrairement à l'État, qui est une structure juridique, qu'on pourrait qualifier de monstre froid, la nation c'est quelque chose de vivant, qui est en mouvement perpétuel, que chaque individu, chaque génération vient enrichir dès lors qu'elle se sent y appartenir. C'est là qu'on va entrer dans la spécificité française, dans la manière d'appréhender, de comprendre le concept. On peut en effet entendre par nation deux choses assez différentes. La première, c'est la nation au sens ethnique, conceptualisée par les philosophes allemands du début du XIXe siècle, et notamment Fichte. Cette idée de nation implique que tous les membres d'une même nation partagent des caractéristiques comme la langue, la religion, l'histoire ou les origines ethniques. Et que c'est cet ensemble de caractéristiques exclusives, bien définies, que tout le monde dans une même nation a en commun, qui les différencie des membres des autres nations. Dans cette conception, la nation c'est quelque chose qui s'hérite, qui vient de loin, qui se transmet par le sang et qui ne demande pas le consentement des membres de la nation. Cet héritage est encore aujourd'hui inscrit sur le fronton du Reichstag, le bâtiment du Parlement allemand, où il est écrit « Den deutschen Volke », au peuple allemand, sous-entendu le sang allemand. Et il n'y a qu'à voir ce qui est écrit sur le fronton de notre Assemblée nationale, liberté, égalité, fraternité, pour comprendre à quel point notre conception de la nation est différente. D'ailleurs, Assemblée nationale, même le nom de notre Parlement confirme le concept, mais dans sa deuxième définition, c'est la nation au sens civique, qui s'inscrit mais là on n'écoute plus ce qu'elle l'idée dit. germanique de nation au sens Tu vois, t'es ethnique. chiant. Cette idée, elle est Depuis liée à la tout à l'heure. Révolution française, issue de la philosophie française du Tu viens XVIIIe toujours siècle, au mauvais des moment, toi Lumières, aussi tu prends des et elle habitudes. insiste par contre sur C'est la incroyable, volonté de tous les membres de la nation. Vous de êtes vivre incroyables ensemble. en fait. La nation, Vous êtes au tous sens pareils civique, finalement. Français du terme, c'est alors le résultat d'un acte d'auto-définition. C'est le peuple français qui se Prenez constitue les comme habitudes une des nation autres et en plus déclarant une allégeance à cette nation. Ça a l'air un peu théorique dit comme ça, mais du coup je vais vous rapporter une anecdote qui s'est passée en 1789, quelques années avant Valmy, et qui illustre bien cette idée. En gros, les députés du tiers-État, donc les députés de 97% de la population française, à part la noblesse et le clergé, se sont réunis en gros pour donner une constitution à la France, parce qu'ils se sont fait virer, bon, c'est toute une histoire, mais bref, il y a les envoyés du roi, de Louis XVI, qui essayent d'aller déloger ces députés du peuple, donc ces députés du tiers-État, de la salle de l'hôtel des Menus Plaisirs où ils sont réunis, et là, il y a Mirabeau qui répond « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes. » Ces députés du peuple, au moment de la Révolution française, s'étaient ainsi constitués en Assemblée nationale. Ils s'étaient donné pour objectif de ne sortir que lorsqu'ils auraient donné, au moment du serment du jeu de paume, c'était ça l'idée, que lorsqu'ils auraient donné une constitution à la France, au nom du peuple français et pour le peuple français. Et là aussi, le terme est parlant. La nation, en France, elle est constituée par une assemblée de représentants du peuple chargée de lui donner un cadre, la Constitution. Alors c'est sûr, l'Assemblée nationale de l'époque, avec les représentants de la nation qui exercent leur droit à légiférer au nom du peuple français et qui s'engueulent aussi pour ça, ça a une autre tronche que l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, où ça se prend la tête comme des chiffonniers sur des trucs débiles, où ça s'augmente des indemnités déjà indécentes, quand ça vote pas des lois carrément contre le peuple et que ses membres ne le méprisent pas ouvertement. C'est une autre question.
Comme quoi, c'est peut-être pas tant le fait qu'il y ait des représentants élus le problème, mais qui ils servent, ou en tout cas les intérêts de qui ils servent. C'est encore un autre débat. En tout cas, cette idée de la nation française comme concept civique, elle va perdurer dans le temps en France. Ce sera ainsi la vision d'Ernest Renan à la fin du XIXe siècle qu'il développe dans sa conférence dont tout le monde a au moins entendu parler à l'école, qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une nation ?» et qui est encore référence en fait pour expliquer ce qu'est la nation française et qui est au programme de la plupart des concours de la fonction publique. Non, mais va là-bas. Bref, ainsi la nation pour le moment, française, j'enregistre. Contrairement à la nation germanique du sang, elle inclut tout le monde. Enfin, tout le monde qui veut en être, ce qui n'est pas exactement la même chose. La nation française, en tout cas, ce n'est pas une race, ce n'est pas une langue, ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des frontières. Car tout cela, comme le dit Renan, ça change dans le temps où c'est pas forcément vrai. En France, par exemple, il y a plein de langues différentes, donc on ne peut pas dire que c'est une unité linguistique qui fait la nation française. De même, les frontières, elles évoluent avec les années. On obtient des territoires, on en perd d'autres, donc c'est pas quelque chose qui permet de définir ce qu'est exactement la nation. Ce qui ne change pas en revanche, c'est le caractère donné par la définition moderne du mot, comme une personne juridique constituée par l'ensemble des individus composant l'État. En France, la nation demande un consentement à une autorité suprême qui est censée être l'émanation de la volonté du peuple. Pas une langue, pas une race, pas une religion, mais des idées, des lois, un cadre établi par le peuple assemblé via ses représentants. Alors, mais pourquoi moderne? En fait, quand elle dit moderne, c'est par rapport, je pense, au langage et la manière dont on amène les choses dans l'observation, puisque de toute façon, ça ne change pas justement dans l'observation. Donc, l'idée que, en fait, ça réunit les formes d'idéologie, en fait, c'est surtout lié en vrai de vrai, c'est les différentes sciences. Ok, donc tu peux pas dénigrer un parcours dans la culture, on va dire, que ce soit dogmatique ou bien même au niveau, on va dire, plus terre à terre. Vous voyez, ceux qui sont neutres, il y a de toute forme, de toute façon, il y en a qui croient en rien, on va dire, à part en ce qu'ils voient, mais bon, on comprend ce que ça sous-entend, les 5 sens de base. Donc bon, après la mort, pour eux, par exemple, voilà. Mais ça ne veut pas dire... Vous comprenez que l'idée de la nation, même le terme, c'est fondamentalement quelque chose... En fait, c'est un regroupement, tout simplement. C'est quelque chose qui regroupe un ensemble de choses, et qui est fondamental, on va dire, pour une forme ou un système. Ou une formule, je veux dire. Un postulat, parce qu'il faut bien, justement, juridiquement, comme elle a prononcé juste avant, d'ailleurs je vais remettre cette partie-là, c'est la base. On ne peut pas parler de ça si, juridiquement parlant, on n'a pas mis une institution, on n'a pas composé en fait des réglementations qui sont liées à l'observation. Ce ne sont pas des frontières, car tout cela, comme le dit Renan, ça change dans le temps où c'est pas forcément vrai. En France, par exemple, il y a plein de langues différentes. Donc même à l'époque. Après, mettre des frontières, c'est entre des gens, des groupes. Maintenant, est-ce qu'il y a la colonie qui a amalgamé la nuance entre justement les colons? Donc là, c'est une erreur de gagner des territoires ou d'en perdre. C'est une erreur. Ça ne peut pas rentrer dans l'idéologie de la nation, mais on peut l'accepter dans la politique, on va dire, populaire. C'est-à-dire, toi, tu parles, mais on ne peut pas te mettre... Normalement, ces gens-là, tu ne les mets pas au pouvoir. De la volonté du peuple. Pas une langue, pas une race, pas une religion, mais des idées, des lois, un cadre établi par le peuple assemblé. Parce qu'il y en a, ils sont plus ou moins complexes et aliénants, et c'est ça qu'il faut déterminer avec les élites, ceux qui ont le bagage. Là fait que t'es français. Donc derrière, il y a vraiment des choses concrètes, quoi. C'est l'observation, c'est l'expérience. Mais dans l'idée telle que conçue par les mecs qui ont les premiers criés « Vive la nation », en fait, ça va bien au-delà de tout ça, et ça transcende tout ça. Et c'est ça qui fait toute la force de l'idée française de nation. Elle ne demande pas aux individus de fournir un certificat de naissance ou de baptême, mais non, c'est simplement qu'on le traduit dans notre culture, comme dans une autre culture. C'est vrai qu'il y en a, ils ont des formes de
définition de la nation dans leur pays qui est pas pareil que la nôtre en fait. Et c'est là où on peut justement amener la diplomatie, la critique dans ce sens. Amener la différence avec le postulat, montrer les conséquences topologiques. Les représentants font les lois au nom du peuple et pour le peuple, c'est peut-être à nouveau un concept révolutionnaire aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a peu de pays dans le monde où ça s'est passé comme ça. Et c'est comme ça. C'est pas la langue, c'est pas l'origine, c'est pas ta religion, mais c'est quelque chose de plus élevé que tout cela réuni. C'est un sentiment d'appartenance à la communauté et la volonté de tous et de chacun de continuer à y appartenir et donc de la construire qui fait la nation. C'est à la fois rien du tout et énorme, parce que ça pose que l'individu qui appartient à la nation française n'est pas juste un mouton destiné à subir un système vieux de 1000 ans qu'il n'a pas choisi. La nation française, ça présuppose que chaque individu a un rôle à jouer dans le champ politique. C'est là qu'on voit que la notion de nation est liée chez nous à quelque chose qui est du domaine de l'éveil quasi spirituel. Dans la nation française, les individus ne sont plus des sujets, mais des gens qui pensent de manière critique, qui réfléchissent, qui débattent et qui, in fine, sont capables de construire, qui, éclairés et conscients, votent les lois, établissent leur constitution, organisent leur société. Les sujets sont devenus des citoyens. Et pareil, aujourd'hui, le terme nous semble une affligeante banalité, contrairement au harcèlement de masse. Et parce qu'on est tellement habitué qu'on regarde même plus ce qu'il veut dire. Mais être citoyen, ça veut dire qu'on n'est plus esclave, qu'on n'est plus des moutons. C'est pour ça que sous la Révolution, les gens s'interpellent entre eux en se disant « Hey, citoyen machin, comment tu vas ?»« Ça va, citoyen truc. » Et d'ailleurs, cette pratique a continué dans tous les milieux révolutionnaires, jusqu'à ce qu'un siècle plus tard, en gros, ils soient remplacés par camarades, mais c'est encore une autre question. Bref, c'est difficile, je pense, pour nous de se rendre compte à quel point le mot citoyen était subversif à l'époque. Et c'est parce qu'il impliquait, juste dans le mot, dans l'idée même qu'il y a derrière le mot, une vraie révolution. Parce que c'était une rupture avec l'idée qu'on se faisait de l'individu avant ça. Avant, l'individu, il était soumis à une autorité à laquelle il n'avait pas donné son consentement. L'autorité du roi, l'autorité du seigneur. C'est même pas qu'il n'osait pas le dire, c'est que c'était même pas concevable en fait. Et la Révolution française, elle institue que l'individu de sujet, il devient citoyen, individu éclairé, capable de faire des choix politiques conscients, de décider, pas tout seul bien sûr, mais de ce qui est bon pour lui-même et pour tout le monde, certes en choisissant ses représentants, mais aussi en participant directement aux événements, en débattant dans des clubs, en participant à des événements publics qui permettent de prendre la parole, de débattre, de construire et de faire passer le mot parfois de manière, en marchant. C'est pas juste en marche, tu vois, c'est un niveau au-dessus. Bref, ce mot de citoyen, c'est une révolution dans la manière de penser. Il y a 250 ans, ça allait juste pas de soi que chacun avait son mot à dire sur l'organisation de la société et la conduite des affaires publiques. Toi et moi, on se serait pas dit je pense que le roi il a pris une décision là qui n'est pas géniale. Non, c'est pour ça que c'était un mot qui, quand tu l'utilisais, il montrait déjà dans quel camp t'étais. Quand tu utilises le mot citoyen, ça veut dire que tu es aussi celui qui pense que tous ensemble, ces citoyens forment une nation, expriment la volonté du peuple, sans s'étendre bien sûr vers l'intérêt général. Citoyen, c'est pas un état passif, c'est un mode de vie et un mode de pensée. Et c'est sûr qu'une fois que les gens se sont éveillés à cela, une fois qu'ils se sont dit oui, en fait, on a notre mot à dire là-dessus, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors, tu peux bien rêver à un autrefois fait d'un roi et de ses sujets, avec des seigneurs et des paysans, où la vie était très simple et où on ne demandait pas aux gens de réfléchir, mais en fait, c'est trop tard. Brunswick, en 1792, le savait. Et son manifeste et sa marche sur Paris, c'était un peu l'ultime move du désespoir, de celui qui sait que son système est fini, parce que la France a ouvert les yeux et se reconnaît désormais comme une nation. Et donc, ne peut plus répondre de ce qui va arriver à la monarchie. Après, par rapport à aujourd'hui, c'est clair que c'est à se demander si on n'a pas refermé les yeux pendant quelques dizaines d'années. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr, je vous parle de ça, mais il ne s'agit pas d'effacer tout ce qu'il y a eu avant. Et on en reparlera dans d'autres épisodes de Culture Pol. La France, c'est infiniment plus que le serment du jeu de paume, la bataille de Valmy ou même la Révolution française. Ce sont des centaines d'années avant ça et des centaines d'années après ça. Et ce sera encore des centaines d'années, j'espère, après nous. Je vous esquisse là que l'un des moments cruciaux, à mes yeux, fondateurs de notre idée actuelle de nation. Parce que pour qu'une nation soit fondée, il faut plus qu'une volonté d'agir sur le présent. Il faut que tous ses membres se sentent y appartenir. Pour Ernest Renan, la nation est plus qu'une conception matérielle du moment présent et une langue ou une religion en commun. La nation pour lui,
c'est ce qu'il appelle une âme, un principe spirituel constitué de deux choses qui au final en font une. La première de ces choses, elle se trouve dans le passé. Il s'agit de la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, d'une histoire, une culture, un patrimoine. En somme, une mythologie sur laquelle s'appuyer pour se donner une identité. Ce sont des trucs qui se construisent sur des siècles et des siècles et des siècles et qui ne veulent pas dire que tu cautionnes tout ce qui s'est passé avant, mais ça veut dire que tu actes du fait que c'est là et que c'est inclus dans le récit de la mythologie nationale. Quand Napoléon dit de Clovis au comité de salut public « je prends tout », ça ne veut pas dire qu'il est pour un retour au système qui avait cours sous l'époque de Clovis, ça n'aurait pas de sens. Et pour aller plus loin d'ailleurs, on pourrait rajouter à cette citation dans la continuité, on prend tout de l'Empire jusqu'au Gilet jaune. Parce que c'est ces événements-là, c'est la mythologie nationale qui construit les communautés, et cette mythologie, elle doit quand même se fonder sur des événements, sur une réalité. Alors on le sait, le mythe, c'est jamais qu'un récit qu'un groupe se donne à lui-même et qui justifie son existence. Et il est toujours en dispute, en vrai. L'histoire, en ce sens d'ailleurs, n'est jamais terminée. Et le pendant de cette idée, c'est que tu peux pas non plus construire une nation de manière totalement artificielle, à partir de rien. Il faut des choses qui te lient, des événements fondateurs, même si ils sont romancés et racontés avec plus énormément de fond de vérité. Tu vois, la construction européenne, par exemple, c'est un très bon exemple de l'échec des tentatives de forcer des peuples qui n'ont finalement pas grand-chose en commun et qui ont des conceptions de la vie très différentes, à faire ensemble un bloc politique. Et si tu peux pas forcer la nation de manière artificielle, de la même manière, tu ne peux pas la défaire par la force. On repensera à l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne entre 1871 et la Première Guerre mondiale. Les mecs étaient quand même français de cœur. Et il y a une deuxième chose qui pour Renan constitue la nation, et cette chose se trouve dans le présent. C'est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, une volonté de faire valoir cet héritage, cette mythologie qu'on a reçue et qu'on porte avec nous. Que tous les membres de la communauté revendiquent la volonté de faire perdurer cet héritage commun dans l'avenir. Mais ça implique au moins tacitement un engagement. En gros, pour résumer, pour faire une nation, il faut qu'on ait un vécu partagé, raconté par un récit qu'on a en commun, même s'il est toujours en dispute, et qu'on s'imagine encore faire un bout de chemin ensemble, et donc en étant prêt à s'y investir. C'est ce moment où le peuple, ayant conscience de ce qui le lie, se transcende et se dote d'une organisation politique pour défendre sa vision du destin que les citoyens ont en commun. Oui, ça nécessite de penser sur plusieurs temporalités différentes, mais c'est pas plus mal. Et c'est ça qui fait de la nation française un phénomène qui est fondamentalement politique. C'est cette volonté de vivre ensemble, en ayant conscience de notre unité, et qui implique la défense de nos intérêts communs. Comme à Valmy ou Sabre-Clair, les soldats de ce qui n'était pas encore la République, mais qui savaient déjà ce qu'était la France, ont défendu l'intérêt du pays au cri de vive la nation. Encore une fois, pas l'intérêt au sens ethnique, religieux, linguistique, mais notre intérêt au sens politique du terme. Et ce à quoi le peuple français avait intérêt en 1792, c'était que de l'intérêt politique. C'était que la Prusse n'envahisse pas Paris, ne commette pas de massacre au nom du roi, ne bousille pas la toute jeune assemblée où siégeaient les représentants du peuple pour doter le pays d'une organisation en son nom, ne fasse pas revenir le pays en arrière au temps de la féodalité, ne remette pas ceux qui étaient devenus citoyens dans les chaînes de l'assujettissement. L'armée française, elle a protégé le pays de la tyrannie, au sens politique du terme, pas au sens moral. Et pas par rejet de l'autre, mais en actant de la défense de son intérêt politique à décider librement, comme un peuple de citoyens et pas de sujets. En défendant, en somme, sa souveraineté. La souveraineté du peuple. Ce peuple devenu nation le jour où il prend conscience de son unité. Ce faisant, nos soldats à Valmy ont inscrit dans l'histoire, de manière indélébile, que notre essence, à nous Français, c'est la politique. La politique au sens noble, où tout citoyen a le droit de participer à l'organisation de la vie en société. Une nation exigeante qui donne des droits imprescriptibles, mais qui s'accompagne de devoirs, ce que certains aujourd'hui tentent à oublier. La nation française implique l'idée que les citoyens sont légitimes à parler de politique et à faire politique, du coup. À faire le pays comme il l'imagine, juste et libre, dans le respect bien sûr de ses valeurs fondatrices, autant que possible en tout cas, et à le défendre quand il faut, face à ceux qui voudraient dire à la nation française que ce n'est qu'un ensemble de sujets bons seulement à exécuter les ordres arbitraires d'un roi ou d'un président sans légitimité, et qui dans son arrogance a oublié que seul il n'est pas plus légitime que n'importe lequel d'entre nous. Et à une certaine époque, en 1792 en tout cas, c'était clair.
Malheur à ceux qui voudraient nous enlever ce droit à décider par nous-mêmes du système politique qu'on veut. Mais aujourd'hui, la question se pose toujours de manière très légitime. Est-ce qu'on a toujours cette volonté à la fois de porter fièrement notre legs commun pour faire vivre la nation à l'avenir? Rétrospectivement, c'est super facile de regarder 1792 et de se dire que si l'un de nos généraux s'enterre sous la décompte de Verdun un 2 septembre et que le désespoir gagne du terrain, pas de problème, on sera capable 18 jours plus tard de mettre par terre pas seulement une armée prussienne incrédule, mais toute une vision du monde. Une vision du monde selon laquelle la nation se résume à une appartenance du sang et selon laquelle nous ne sommes, nous Français, bons qu'à nous soumettre à l'autorité d'un mec qu'on n'a pas choisi parce qu'on a peur de vivre. En 1792, quand un tyran random a tenté d'imposer à la nation française une volonté politique puisée ailleurs que dans la volonté du peuple, ça s'est super mal mis. Parce qu'à l'époque, les mecs étaient conscients qu'ils étaient pas n'importe qui, ils étaient français, et eux, ils avaient un truc en plus. Et ce truc en plus, Michelet en parle quand il conclut le premier tome de son histoire de la Révolution française. Sur toute cette jeune armée planait quelque chose, comme une lueur héroïque, où le roi ne comprit rien, sinon le retour en Prusse. Cette lueur était la foi. Et c'est en partie ça qui fait que la nation, au sens français du terme, c'est quelque chose de bien plus large que ce qu'on peut imaginer. On ne parle pas ici de la foi religieuse, mais de la détermination à mettre en œuvre une idée, à rendre réel un truc sorti de l'esprit de gens qu'on appelle des citoyens, tous conscients, tous engagés, tous légitimes. La foi, ou le fait d'être assez fou pour s'imaginer que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne, ni d'un roi, ni d'un dirigeant prussien, ni d'un président dont le seul souci c'est le degré de brillance de la couronne au-dessus de sa tête, ni pourquoi pas de bureaucrates bruxellois non élus. Être assez fou pour affirmer que ce sont les citoyens qui font la nation, que la France, ce sont ces gens, tous ceux qui se sentent y appartenir, liés par une histoire et une culture, qui n'ont pas peur de la regarder en face et qui veulent continuer de la construire. Une idée de fou. Alors qu'ailleurs on n'a pas été capable de concevoir qu'on puisse appartenir à la nation sur la base d'autre chose que des considérations étroites, fragiles et qu'on ne choisit pas, nous on s'est dit, et en fait on est vachement plus fort quand on fait corps autour d'un projet auquel on croit et qu'on construit ensemble, parce que ce projet il nous apporte quelque chose et il nous permet de nous élever individuellement aussi bien que collectivement, en tant que citoyens aussi bien qu'en tant que nation. Ce projet c'est la France, et quiconque veut la construire est français. Ceux qui veulent mettre ça à bas, par contre, ce sera contre nous de la tyrannie, et puis on n'hésitera pas à lever sabre et baïonnette pour la défendre, notre nation. Mais il y a une difficulté là-dedans. Bah oui, parce que c'est pas non plus super facile déjà à concevoir et à défendre encore moins. Parce que comme on ne l'a pas reçu en héritage à la naissance, cette nation, ça implique qu'il faut toujours être dans la démarche de la défendre, et de ne pas la prendre pour acquise. Comme dans une relation, tu vois. Parce que sinon, tu peux la perdre dans un moment d'égarement de ta conscience. Et ce qu'on a reçu en héritage, en revanche, c'est cette histoire-là, celle du peuple assemblé, qui n'a d'ordre à recevoir de personne, et qui nous importe de faire vivre, sans céder aux sirènes des pleureuses de service qui nous disent que le sort nous est pas favorable, et que c'est fini, etc. On est français, gars, et notre destin, nous, on se le crée, on se le raconte, on le réalise, et on le fait vivre. À Valmy, on a gagné contre tous les auspices, précisément parce qu'on s'est pas demandé si on était légitime à exercer notre souveraineté en tant que nation. On l'a fait, c'est tout. Ce jour-là, le cours de l'histoire a été changé. Comme toutes les fois où des gens ont accompli quoi que ce soit d'un peu grand ou d'un peu osé dans ce monde, les soldats de l'armée française, investis d'une responsabilité plus grande que celle de leur personne, nos soldats qui ne savaient pas encore qu'ils étaient en passe de rendre les citoyens français maîtres de leur destin, n'ont pas attendu qu'on leur octroie une légitimité venue d'en haut, d'un roi, d'un expert ou de n'importe quel tyran étranger. Ils l'ont prise par eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour tous les autres membres de la nation française. La liberté contre la tyrannie, la souveraineté contre l'assujettissement. Sur le plateau de Valmy, un peuple, via ses représentants militaires ce jour-là, qui, contre le reste du monde, ont défendu une vision, un intérêt commun, un projet politique, légitime, simplement parce qu'ils existent et qu'ils en sont conscients, la nation française. Alors, vous me direz que c'est bien joli tout ça, ces grands idéaux de la France d'il y a 200 ans, mais qu'aujourd'hui, il faut quand même être sacrément aveugle pour pas voir à quel point tout ça a été dévoyé, que les représentants ne viennent plus du peuple, qu'ils ne défendent plus ses intérêts, qu'ils sont plus assemblés pour lui, ni même en son nom. D'ailleurs, il y a carrément des jours où ils sont pas là, donc pas assemblés du tout. En tout cas, que jusqu'au terme, le mot Assemblée nationale qui incarnait tout ce qu'on avait fait de grand politiquement, en tout cas, aujourd'hui, c'est plus qu'un mot vide de sens, que c'est plus la nation
rassemblée, qui n'a d'ordre à recevoir de personne, mais juste un petit groupe de gens qui défendent les intérêts d'une caste privilégiée, qui prennent même plus la peine d'écouter ne serait-ce que les demandes de ceux au nom de qui ils sont supposés gouverner, et que nos institutions finalement sont aujourd'hui les lieux où se perpétuent ces mêmes privilèges qu'elles avaient abolis il y a un peu plus de 200 ans. L'autorité du président n'est plus du tout l'émanation de la volonté du peuple, mais un individu quelconque sans plus de légitimité que toi ou moi, qui n'a le respect ni de sa fonction, ni de son peuple, ni de son histoire, ni de son pays, ni de sa nation, qui, comme un vulgaire Louis XVI, de toute façon, a trop peur de ces gens et espère conserver son pouvoir en gouvernant contre la nation. Et tout ça, je le sais. Et comme vous, je le vois, la nation foulée aux pieds, tout ça, je le vois. Mais contrairement à ceux qui pensent que ce qu'on appelait autrefois la tyrannie est une fatalité, un état où on est condamné à rester, damné pour l'éternité parce qu'un jour on a décidé de prendre en main notre destin politique, je pense à titre personnel que l'on combat le feu par le feu et la politique par la politique. On n'est pas des sujets, on est des citoyens. Et tout ça, vous le savez aussi bien que moi. Vous le saviez quand vous êtes sortis partager un café sur un rond-point un 17 novembre 2018. Vous le savez quand vous tombez d'accord avec votre famille les dimanches où vous bossez pas, enfin au cours des apéros Skype où vous parlez de ce qui se passe et de la conduite des affaires publiques. Vous le savez quand vous vous engueulez avec vos collègues sur les solutions pour se sortir de là. Vous le savez à chaque discussion politique, même la plus anodine, que vous avez avec n'importe qui. Vous êtes français. Et vous savez non seulement que la politique c'est un rapport de force entre des gens qui ne défendent pas les mêmes intérêts, mais vous portez aussi en vous cet héritage qui vous rappelle au fond l'intérêt de qui nos politiques doivent servir. Et en ce moment, plus que jamais vu le contexte, vous êtes conscient de la nécessité de la retrouver, cette niaque, cette foi, ce grain de folie qui a fait que 30 000 mecs, un jour de septembre 1792, ont crié « Vive la nation » et en ont fait trembler la terre. Et ça peut sembler complètement paradoxal, mais c'est la même chose qui nous pousse à l'abstention et à la défiance vis-à-vis de la politique que ce qui nous pousse à l'ouvrir et à nous révolter. Parce qu'on est quand même tous conscients que la nation française, elle n'émane que du peuple. Et la pratique politique, elle se fait dans l'intérêt du peuple. En tant que peuple politique, constitué dans la défense de son intérêt commun contre l'intérêt particulier de quelques-uns, en tant que Français, même si tout ce que la France est devenue nous répugne, on a quand même inscrit en nous que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Que quel que soit notre bord politique, ou apolitique d'ailleurs, on bouillonne de ce qu'ils nous font à tous, de ce qu'ils font à tout ce qu'on a en commun, et qu'ils piétinent. Parce qu'on porte en nous, Valmy, il y a en nous cet instinct qu'ils ne peuvent pas éteindre. Alors, j'ai envie de vous rassurer et de vous dire que c'est bon, vous inquiétez pas, le 2 septembre 1792, la nation française semblait perdue, et même pas 3 semaines plus tard, le 20 septembre, on a flanqué une grosse déculottée à Brunswick, et en plus, on a fait réfléchir et voilà, tous ceux qui nous menaçaient. Mais je sais que rien n'est écrit d'avance. Je sais que la nation, elle s'écrit, elle se raconte, elle se fait au quotidien, dans notre pratique politique, de la discussion la plus banale à l'engagement le plus profond et le plus entier. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense de bon et de juste pour nous tous, il faut le dire et il faut l'accomplir. Je l'ai dit au début de cette vidéo et je le redis, la nation, ce n'est pas un acquis, c'est un mode de vie. Alors en vrai, les doutes que j'avais, dont je vous parlais au tout début à faire cette vidéo, je les ai surmontés en lisant sur notre histoire, sur ce qui nous lie. Pour accomplir un destin, il faut, comme à Valmy, oublier qu'on va nous dire qu'on n'est pas légitime et se saisir du moment et des grandes idées qui nous rassemblent. Ne pas laisser des autorités extérieures décider de ce qu'on est légitime à faire ou pas. Ne pas s'imaginer qu'un mec quelconque, sorti d'une grande école de commerce et qui n'a de français que la carte d'identité, est plus légitime que toi à incarner la nation. C'est quand on oublie, quand les citoyens oublient qu'ensemble, ils font une nation, quand le peuple commence à avoir honte de lui-même et renie son identité, que le pays se délite et ouvre la voie aux tyrans de tout poil. Quand on délègue notre légitimité, notre souveraineté à des gens qui se prétendent experts du sujet et qu'on les laisse définir notre réalité, quand les Français arrêtent de faire leur histoire au quotidien, arrêtent de la raconter avec des mots qui ont du sens, alors la France tombe entre les mains de leurs ennemis. Et aujourd'hui, notre ennemi, il est peut-être pas tant en train de marcher sur Paris depuis la Prusse qu'installé confortablement dans les mêmes fauteuils que ceux qui, il y a 200 ans, les combattaient de toute leur force. Je suis légitime parce que je suis française. Je suis française parce que je suis légitime. Et toi aussi. J'acte ici que la nation française est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs et, mue par un désir de continuer à vivre ensemble, je consens à faire valoir l'héritage que nous avons reçu. Appartenir à la nation française implique des droits et des devoirs. Le droit d'y appartenir, le devoir de la construire. Le droit et le devoir d'être citoyen. Mets-le en commentaire si toi aussi tu y consens. C'est sûr, la nation française, elle promet pas la facilité, elle s'octroie pas avec un petit tampon, mais elle promet
pour tous ceux qui veulent s'en saisir et qui ont le courage de le faire, la maîtrise de leur destin. Alors j'ai pas peur de le dire, pour tout ce que je viens de vous raconter, pour tout ce qu'elle représente dans le passé, ce qu'elle incarne dans le présent et ce qu'elle ouvre comme perspective pour l'avenir, vive la nation. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Culture Paul, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à commenter, et quand je vous dis mettez en commentaire je consens à faire vivre cet héritage que nous avons en commun, pas pour sauver quelque chose en tout cas, ou pour construire quelque chose, je plaisante pas, je pense vraiment que c'est en disant les choses, en commençant par les formuler en tout cas, par formuler ce qu'on veut, qu'on peut donner un corps à ça, qu'on peut leur donner une réalité. Et les mecs à Valmy qui se sont mis à crier vive la nation comme ça, ils n'avaient pas forcément conscience non plus de ce qui allait se passer le lendemain, de ce qu'ils allaient créer juste en utilisant ces simples termes. Alors, on ne peut pas prédire l'avenir. Il n'empêche que dès lors qu'on commence par formuler quelque chose, par mettre des mots sur une idée, ça lui donne une réalité, ça devient une action. Et c'est fou, parce que le lendemain de cette victoire à Valmy, la Convention, donc les représentants élus du peuple français, ont décrété la République et ont donné une réalité matérielle à cette idée de nation. D'ailleurs, c'est la dernière phrase du bouquin de Michelet, dont je vous recommande la lecture, pas tant pour son aspect historiographique, même si les faits qu'il raconte sont vrais, mais c'est surtout pour le côté un peu épique de la chose, qui fait qu'on le lit plus comme un roman que comme un livre d'histoire, parce que c'est super bien écrit, et voilà, moi j'aime bien. Donc voilà, je vous recommande la lecture des 2 tomes de l'histoire de la Révolution française de Jules Michelet. Bref, la citation dont je vous parle, c'est celle du premier tome, qui se conclut par « Et cette joyeuse armée qui d'en haut le regardait, c'était l'armée de la République. Fondée le 20 septembre à Valmy par la victoire, elle fut, le 21, décrétée à Paris, au sein de la Convention. » Ensuite dans le tome 2. Et c'est ça, en fait, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que quand on commence à formuler une idée, sans forcément avoir, tu vois, savoir où on va, formuler quelque chose dont on est conscient et qu'on veut, ça peut déboucher sur une réalité concrète, littéralement, dès le lendemain. Voilà. Bon, avec ce truc de la République, je vous ai peut-être un petit peu spoilé le sujet de l'épisode 3 de Culture Paul, ce sera sur la République, puisque c'est un petit peu la suite logique, là. Donc tout ça pour vous dire que si vous donnez votre consentement à l'idée de faire vivre la nation en mettant des mots dessus, on ne sait pas où est-ce que ça peut nous mener. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'est important que, même si vous n'êtes pas d'accord et que pour vous la nation c'est complètement autre chose, de débattre de tout ça, comme des citoyens, des gens un petit peu éclairés, tu vois, de nos conceptions de ce qu'est la France, la nation française, parce que, bah merde, c'est notre pays, il est à nous tous, et c'est important de se prendre un petit peu en main en suivant peut-être... avec moins de sabres et moins de baïonnettes, l'exemple de nos anciens. Bref, tout ça pour vous dire que si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, il y aura d'autres Culture Paul. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux où vous... Voilà. Alors franchement, c'est une bonne vidéo. Moi j'aime bien Katiana fait des bonnes vidéos. C'est une personne que j'ai suivie depuis un moment, je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. Dès qu'ils ont commencé, ils ont eu des personnes qui les ont vus même évoluer, on va dire. Donc c'est un peu tout ce que j'amène moi depuis, on va dire, sur ma chaîne 2012, puisque en vrai, les théorèmes, tu vois, pour revenir à ça, ça fait partie aussi de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Donc forcément, ce qu'il faut comprendre dans le côté que j'essaie à chaque fois de mettre le doigt dessus, c'est sur les formes, en fait, des problèmes qu'on rencontre, parce que essentiellement, il y a un problème de langage, on est d'accord. Donc, entre justement les mythes, la manière de romancer ou de raconter l'histoire, mais il faut en avoir conscience de ça. Il ne faut pas rester en fait dans la forme populiste et que les gens restent accrochés avec leur fond intellectuel qui est amalgamé tout le temps avec ces nuances, on va dire, qui sont, c'est plus des mythes qu'autre chose, mais vous voyez ce que je veux dire, ceux qui basculent après à un moment donné à vraiment croire ça. Encore, quelqu'un de cartésien, il va dire, la seule chose que je peux admettre dans la vie, hein, vous voyez, c'est par rapport à la culture, mais ça vous le rencontrez à toutes les générations, toutes les cultures, tous les siècles, parce que ces formes d'idéologie, elles étaient exprimées de manière différente. C'est le langage. Vous comprenez ? Ce que j'essaie de dire, c'est que toi, en fait, tu vas rencontrer des gens, ils vont te dire, moi, il n'y a que Dieu, en fait, que je peux amener comme ça, qui me restera toujours mystique, le plus difficile à exprimer de manière cartésienne. Ok ?
Donc c'est pour ça que quelque part tu peux t'embrouiller, tu peux comprendre l'histoire, tu peux comprendre les histoires, en fait, qui est à travers tous ces phénomènes-là. Donc, quand je dis ça, c'est que tu peux aller loin, hein. Tu peux remonter à, je sais pas moi, 5000 ans, 10 000 ans, et puis toutes les formes de croyances, tu vois. Donc, tu sais, il n'y a pas que Pharaon, hein. Donc, les cultures, nous, par exemple, par rapport à la situation où on en est aujourd'hui, c'est que l'archéologie qui peut y répondre. C'est que des mathématiciens et la science qui est liée au poids, aux mesures, que tu vas récupérer. Il faut des données pour ça, tu vois. Donc, ce n'est que l'expérience, finalement, qui amène à la maturation de ce qui est le paradigme. Tu vois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, entre guillemets, parce que j'en parle souvent, là, depuis 1 an, 2 ans, même un peu avant. J'amène ça souvent parce que maintenant, il faut arrêter. Il faut comprendre qu'à chaque époque, vraiment, hein, c'est la même échelle. Il n'y a que la modernité qui est arrivée et l'évolution et la maturation de tout ça, c'est-à-dire les langages, les outils, euh, c'est tout. L'être humain, en fait, à partir de là, il pourrait s'observer, en fait, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il pourrait s'observer comme on observe Ushuaïa, ou non, mieux que ça, on va dire, dans Arte, vous avez vraiment des gens qui ont passé 20 ans à observer des générations sur des espèces. Donc quand vous regardez des reportages animaliers, etc., vous voyez ce que je veux dire. Donc on pourrait distinguer comme ça le caractère, en fait, de l'humain. Quand je dis ça, c'est que ça réunit la planète, hein, ça réunit la forme intelligible, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ce qu'elle essaye aussi de vous expliquer, le problème qu'on a aujourd'hui avec tous ces aliénés, la corruption. Après, tu vois, notre politique aujourd'hui, vous comprenez, vous voyez, les révolutions, etc. Mais pour moi, le terme révolution, quelqu'un qui comprend le bon sens des choses, il n'y a qu'un terme dans la révolution, il n'y en a qu'un. Ça peut être que dans les sciences. Ça peut toucher que dans les domaines des sciences. C'est-à-dire que c'est une révolution par rapport à l'état, l'ergonomie qu'on utilisait culturellement. Il y a vraiment un bon, quelque chose qui amène à l'âge d'or, par exemple. Tu vois, bah là, ça, c'est une révolution. Parce que c'est ce qui s'est passé dans les sciences. Ok. Donc, pour moi, le terme révolution, c'est un grand mot après dans le langage. Parce que tu vois, chacun exprime derrière plein mal de choses, et puis ça dépend dans la phrase et le contexte qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ça. Et moi, ce que je dis depuis un moment, c'est que chacun forme son histoire, en fait, et crée l'histoire derrière, parce que c'est plein de petits morceaux qui font un grand morceau, en fait, et c'est cet ensemble qui compte. Vous comprenez? C'est-à-dire, même moi, à travers mon théorème, ou tous ceux qui ont réalisé, en fait, des choses, tu fais rien tout seul, quoi. Tu vois, monter un immeuble, tu comprends, ou même les pyramides, ou tout ce que tu veux dans l'histoire, tu fais rien tout seul, tu peux pas le faire tout seul, tout ça, tu vois, prendre les mélanges, amener le matériau, donc normalement, il devrait y avoir cette horizontalité qu'on parle à chaque fois vis-à-vis de, en fait, la hauteur qui n'est que les niveaux finalement. Mais entre les personnes, on devrait garder toujours cette forme d'horizontalité et vraiment vérifier la foi intellectuelle, son intégrité directement. C'est-à-dire que quand tu mets quelqu'un qui est l'élite, c'est comme si que je vous parlais dans le 100 mètres, quand je prenais l'exemple des 100 mètres, bah c'est ça. C'est-à-dire que vous vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Bah oui, tu as un chronomètre à 100 mètres et tu dois te montrer que tu es le meilleur, quoi. Tu comprends? C'est ça l'élite. Tu vas regarder dans le foot la première division, tu vas pas te prendre la tête avec la deuxième, puisqu'ils sont là depuis déjà. Ce serait vu, quoi. Vous voyez, techniquement parlant, il y a des stades. Et physiquement parlant, on le voit. Donc, ce que je vous dis, c'est que maintenant, quand vous vérifiez l'intégrité d'une personne et qu'on la met en place, c'est qu'on la connaît. Et c'est ça qui me manquait. Et c'est ça qui manque encore aujourd'hui. C'est qu'il y a un groupe, ok, dans par exemple en France, dans toutes les villes ou dans tous les quartiers, il y a un petit quota comme ça, vous voyez, d'élites, de gens, enfin, même pas forcément des élites, mais qui suivent justement cela et qui ont cette forme intelligible, bagage de vérifier leur intégrité, tout simplement. Parce que c'est du temps et c'est du boulot, c'est de telle heure à telle heure, etc. Donc tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand on a mis les constitutions, vous voyez, ben, c'est pour amener tout ça. Donc quand on réfléchit au fur et à mesure, on doit modéliser les choses
comme la nature le demande. Et eux, en fait, ils contournent en gardant le meilleur. C'est-à-dire, dans les formules, ils vont garder ce qui est académique, ils vont même le faire évoluer à côté, mais vous ne le saurez pas tout de suite, sauf s'ils ont plusieurs coups d'avance à chaque fois. Donc, la maîtrise de structure, c'est stratégique. Et fur et à mesure, justement, ils savent vous mener les choses grâce à ça. Parce que c'est eux qui ont... vous voyez, les autres ne sont pas capables. Vous voyez, le postulat, il est là, en fait. C'est ça qu'il faut vérifier. Et quand vous avez une forme intègre, c'est qu'il y a un ensemble de choses qui est lié au caractère, à pas mal de choses. Comme moi, j'estime que ce que j'ai fait, en fait, c'était comme un devoir, hein, je le disais souvent en 2012, quand j'ai commencé avec la chaîne, parce que quand vous avez un déclic et une découverte, et que vous savez que cette découverte, elle vous dépasse, à proprement parler, parce qu'on a réalisé quelque chose qui était dans la nature. Il fallait aller là, en fait. Vous voyez, dans les espèces humaines, à chaque fois, on va dire dans toutes les générations, toutes les découvertes, c'est qu'à chaque fois, on était toujours dans ce qu'on avait. Okay, donc, il y en a, par moment, ils vont dans des zones qu'on n'a pas été observées. Donc, bien sûr que c'est difficile d'y aller déjà, parce que c'est néant à la base. Donc, quand il y en a, ils arrivent à trouver des éléments et qui la suivent et qui la reformulent comme le théorème, comme je vous ai montré moi en 2012, on est obligé d'arriver à quelque chose soit qui est concret, qui est faux ou qui est vrai. C'est obligé parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui émanent. Donc à partir de là, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Donc si en plus, si ça se conjugue sur plein de choses derrière, donc là après ça devient indéniable pour toi-même d'abord en premier lieu, puisque c'est le théorème qui te gagne. Moi c'était avant 2012, c'était des années avant. Mais je ne pensais pas que c'était aussi grand parce qu'il fallait que je le réalise en fait. C'est toujours pareil. Hein. Et on passe tous par ça. C'est-à-dire ceux qui ont développé ou qui ont réalisé comme ça un déclic des grandes choses, par exemple dans les sciences, c'est comme ça que ça leur arrive et ça te change en même temps. Ça te change, ça te forme pendant cette période. Et après c'est fini, puisque c'est toi qui maîtrises quelque chose qui est nouveau, vous comprenez, et qui amène, c'est un complément, c'est une élévation déjà de tout ce qu'on fait. Donc c'est des élévations de chaque chose, vous comprenez? C'est-à-dire au niveau du bagage, tu peux le synthétiser. Quand eux, ils ramènent les mesures, vous voyez leurs limites, hein, parce que ça se répète, hein, les pros, hein, je parle vraiment. Et là, quand ils sont entre eux, ils le visualisent. Ils visualisent que maintenant, il y a des mesures qu'ils arrivent à amener en plus. Donc à partir de là, c'est indéniable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vous montre avec le rayon, avec R, et puis tout. En fait, finalement, les gens, ils vont halluciner parce que, à force, moi, j'amène ça de manière naturelle parce que ça m'a habitué. Alors que c'est quelque chose d'énorme par rapport à notre époque. Mais moi, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que ça me travaille, en fait, tout simplement. Donc ça m'a forgé sur plein de choses qui... Ça a pris... C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme en même. Donc le temps d'amener ça aux autres, les synthèses, c'est d'attendre des gens comme Lionel, par exemple, ou d'autres personnes, qu'il n'y a que par des choses concrètes que quand moi je les vois faire les calculs des proportions que je mets, vous voyez, quand ils voient, hein, parce qu'il faut voir ce qu'on fait, là, à partir de là, il y a les sommes qui sortent. Quand je les teste sur mon tableau, quand je les vois en live directement, vous voyez que là, ils doivent les sortir et c'est pas du par cœur. Tu peux pas sortir ça du par cœur parce que je passe par pas mal de formulations qui est obligé à amener à comprendre une chose et pas des choses. Vous voyez, donc tu peux pas tomber dessus comme ça, c'est pas possible. C'est comme trouver une aiguille dans une motte de foin en fait. C'est la même chose. C'est pas possible. C'est-à-dire, il n'y a qu'une zone, il n'y a qu'un. Donc, vous comprenez? De toute façon, chaque opération, je vous ai dit, chaque opération n'a qu'une somme, n'a qu'une manière d'amener à la somme aussi. Donc, chaque opération est unique. Chaque somme d'opération est unique. Et quand on parle de congruence et quand on parle de mes mathématiques, c'est juste remettre par les formulations et l'équation, en fait, les ensembles des numérateurs en divisibilité. Donc, il faut faire attention à cette notion. Okay, donc, c'est pour ça que dans le cerveau, ça replace des nombres. Mais vous avez vu que quand je le suis de manière naturelle et ordonnée, je peux amener que les plus petits, en fait. C'est juste que moi, comme tu les connais, après, tu peux le faire de manière plus ou moins ordonnée, mais j'ai toutes les opérations de tous les nombres. Parce qu'il y a des paires que vous comprenez que si je pars de 2 et je fais le double à chaque fois, simplement, rien que cet état d'esprit, vous comprenez que je peux en prendre un grand, un très très grand, tu vois, au bout du compte,
au lieu de prendre le 64, tu vois, qui est tout petit à côté, vous voyez. Donc je double à chaque fois, hein, en partant de 2, et je prends un très grand nombre. Et quand je vous le montre, ce nombre, il peut avoir 300 chiffres, 301 chiffres, 302 chiffres, 400 chiffres, on s'en fout, puisque ça sera à chaque fois le double de celui qui est précédent. Vous voyez, si je prends celui qui fait 399 chiffres, vous savez que c'est le double 400. Mais quand je vous amène plein de paires, comme ça, vous ne pouvez pas savoir si elle est dans cet intervalle ou dans une autre, finalement. Si vous ne maîtrisez pas ce que je vous dis, savoir le nombre d'opérations qu'on peut faire dans un nombre. Donc dans 64, tu passes forcément par dire qu'on peut faire 2 morceaux de 32 et bien sûr 32 morceaux de 2. Tu vois ? C'est comme ça que ton cerveau il doit apprendre à visualiser les coefficients et à commuter comme ça dans la composition d'un nombre. C'est-à-dire comment elle est constituée de manière différente. Et là, tu peux avoir toutes les opérations d'un nombre. Parce qu'il y a des nombres pairs qui font 300 chiffres, vous comprenez ce que je vous dis, mais qui peuvent être divisés, en fait, qui font partie des nombres premiers, mais qui ont un nombre à 300 chiffres, forcément, parce que je le double. Mais il est indivisible, celui-ci. Parce que je vous ai dit, il y a le 7, il y a le 11, après, tu vois, entre un chiffre et deux chiffres, après de 97, je passe à 101, mais après, c'est plus pareil. Après, il faut que vous vérifiez qu'on ne peut pas faire des 11 dedans, ou on ne peut pas faire des 7 dedans, parce que c'est ceux-là les plus difficiles à voir, et des fois, ceux-là peuvent composer les nombres. Comme 331, quand je l'avais mis, parce que vous l'avez souvent au bac, ce nombre, ils ne vont pas vous prendre... Vous n'avez pas remarqué qu'au bac, ils ne vous mettent pas des nombres astronomiques, qui restent toujours sur les nombres à 3 chiffres, 4 chiffres, 2 chiffres, pour amener les formulations, les nombres. Vous n'avez pas remarqué ça ? Vous voyez à chaque fois. Et que, comme je vous ai dit, tous les mathématiciens qui ont un bac plus 20, mais qui sont spécialisés en maths, ils ont tous une école spécifique. Mais chacun, dans les groupes, vont retrouver à peu près les mêmes structurations, c'est-à-dire les mêmes nombres de chiffres qu'ils maîtrisent, et ils vont revoir les mêmes chiffres tout le temps, puisqu'ils travaillent toute l'année là-dessus. Ok ? Donc, comme je vous ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est les postulats. C'est pas de mystifier les gens, par exemple, quand tu maîtrises tes équations tu vois, parce que après, chacun peut amener sa manière de faire des calculs mentaux, ou etc. Donc, ils peuvent s'embrouiller même entre eux, tu vois. Ça, pour moi, je vous ai dit, c'est petit, c'est tout petit. Nous, ce qu'on fait, moi, ce que je fais, en fait, ceux qui font comme moi, en maths, nous, ça nous permet de réaliser tout ça. Ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il y en a plein, ils me font rigoler. Et puis tiens, ils redescendent toujours à chaque fois, alors que moi, j'essaie de les élever de manière simple. Et il y a pas 36 méthodes. Donc quand je vous montre des techniques, elles sont spécifiques. Et quand je sais que je les ai simplifiées, c'est que c'est pas moi, c'est les lois qui démontrent que c'est le plus simple pour amener au plus... Tu vois, traduire du compliqué de manière simple. Tu comprends ? Comme je vous ai dit, amener dans des groupes, tu vois. Et après, tu n'as qu'un terme qui représente ça, et quand tu le visualises concrètement, c'est ça ne peut pas être autre chose. Même quand tu le conjugues, parce qu'au début, ça paraît bizarre. Mais quand tu sais ce que ça veut dire, quand tu retiens après les termes, passez par les calculs avant, franchement. Mais quand vous comprenez les termes, ensuite, ça vous aide à repérer, à exprimer les choses, au lieu de faire une tonne de calculs pour exprimer juste cette fonction avec ça. Donc c'est un ensemble de choses. Comme la congruence, c'est pas les modulos, mais il faut faire les modulos. Parce que sans les modulos, vous ne pouvez pas exprimer la congruence. En divisibilité, c'est comme ça. C'est grâce aux modulos que vous voyez si vous avez des restes qui vont vous gêner ou pas, par exemple, ou est-ce que vous pouvez les récupérer plus tard, justement pour refaire des groupes avec ces restes-là qui rejoignent en fait les ensembles que vous aviez fait au départ. Quand tu divises 200, il y a plusieurs manières de composer 200, donc de travailler ta puissance, de 200 puissance. Ok ? Donc peu importe 356, machin, peu importe la puissance. Tu les fais tous. Tu repars de 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini, pareil. Pour moi, c'est la même chose, parce que c'est l'expression de les multiplier qui sont l'expression des numérateurs, des additionnels, en fait. C'est parce que tu les tiens, ceux-là. C'est les entiers naturels. Mais moi, je les regroupe dans mon équation, je suis le seul à vous montrer ça. Et ça amène d'ailleurs à plein de techniques. En fait, les cours, vous les revoyez totalement différemment. C'est beaucoup plus condensé. Moi, c'est un truc de dingue. C'est pour ça qu'il faut que déjà vous synthétisez. Il faut y aller par étapes, en fait. C'est toujours pareil. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. En tout cas, sachez une chose.
je vais pas lâcher l'affaire. Et je vous dis qu'on vit dans un monde où vous allez voir de plus en plus, parce que ça ressort, des gens qui n'ont pas de limite. Hein, moi, je le fais exprès. Je sais que certains d'entre eux me suivent indirectement, mais il y en a beaucoup maintenant. Ils sont passés par plein d'états. Laissez tomber. Mais bon, bref. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y en a plein qui plagient. Moi, je le vois au fur et à mesure, mais vraiment, c'est concret, tu vois. C'est des hauts niveaux, hein, je parle bien de haut niveau, même les autres, hein, parce que vous voyez, ils les utilisent, tout ça, ça se voit, même eux, ils voient ce qu'ils arrivent à capter, etc. Donc, des fois, il y a tellement de trucs que, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, tout ça, c'est spéculatif pour moi pour le moment, parce que bon, le sceptique, il va se dire, lui, il raconte n'importe quoi, chacun va... Alors qu'ils vont pas vérifier les théorèmes, ils vont juste peut-être regarder ma coupe ou ma gueule, ou là, les situations auxquelles je vis, vous comprenez, on n'en est pas là. Allez déjà mesurer, montrer des contre-exemples, hein, ok, des mises à défaut, ou prenez un calcul ou une suite logique, et puis voilà, quoi, je veux dire... Si ça, vous voyez, il y a un énoncé en maths, c'est la même chose. Il faut suivre l'énoncé. Ok ? On peut pas être plus clair en fait. C'est pas possible avec les synthèses. Vous comprenez ? Le côté pragmatique et cartésien, il est là. Il est nulle part ailleurs. Tu vois, c'est vraiment la synthèse qui m'importe. C'est de visualiser. Et après, on voit quelque chose qui prend forme. Comme elle dirait que ça prenne corps. Bon bref, moi pour le moment, ben voilà, là j'attends puisque le confinement, là avec tout le bordel qui se passe actuellement, donc vous avez vu que même moi je peux pas aller plus vite que la musique ou faire des choses qui, on va dire, à chaque fois il y a des problèmes. Hein. Donc bon, j'attends déjà d'avoir, on va dire, régler quelques petits détails au niveau du matos. Je devais aller au bled, je devais faire des choses là-bas. En fait, il faut installer les choses et ça a besoin, même en pratique. J'ai besoin en fait d'un minimum de structuration autour de moi. Un minimum, c'est pas grand-chose, je vous l'avais dit. Donc une fois que je ferai ça, vous verrez que là, je vais me lancer. Je vais me relancer. Et quand je vais me relancer, ça va faire très très mal. Parce que vraiment, je vais mettre des éléments que vous allez voir, mais il faut mettre le prix. Et ce sera pareil. Mais ça, il n'y a pas de souci, ça je l'ai prévu aussi. Parce que c'est comme ça que vous allez voir vraiment des choses concrètes. Et là, je pourrais, puisque j'aurais tout mis avant, maintenant je peux aller dans, on va dire par exemple, le jeu d'échecs ou dans des choses comme ça et vous montrer des choses que vous allez halluciner. Parce que je le répète, tout ce que j'ai montré en fait, avec les calculs, avec mes moyens, quand vous allez voir les choses concrètement, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Et tous les menteurs là, quand je vous ai dit qu'il y a quelques années, aller dans les bars avant où il y avait tout le temps les jeux du loto, où il y avait des jeux comme ça, allez regarder comment ça se passe depuis quelques années, vous allez comprendre les changements qu'il y a concrètement. Partout, que ce soit dans les bars, machin, et tout, même au bled, partout, quand j'étais, bon bref. Et il y en a, c'est des mythos. Tous ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, on va y revenir dans le détail. Et vous allez voir que c'est du lourd. Hein. Là, je vais faire mal à la tête à plein de gens, là. Hein. Parce qu'ils vont se revoir par moments, ils se zappent. Prospectivement, ils se zappent. Ok ? Et moi, je vous demande rien. Hein. Sachez une chose, les gens comme moi vous demandent rien à la base. C'est des rappels. Ça va être des rappels qui vont vous remettre à votre place dans le bon sens du terme. Ok ? Donc, ne prétendez pas certaines choses, puisque le temps passe et envoie-nous la nuance que vous êtes vis-à-vis de ces gens-là déjà. Tu vois, tous ceux que je vous dis, les arrivistes, etc., etc. Hein, les picassiettes, je sais pas comment vous pouvez les appeler, mais c'est un peu pareil. C'est de la misère, quoi, en fait. Hein, tu vois. Mais l'autre, il a du moment que, bon, bref. Allez. Ça, c'est une autre forme de culture ou d'idéologie. Bon, il y a des limites à tout, en fait. Hein. De toute façon, c'est réhabiliter la moralité des choses, et moralement parlant. Tant qu'il n'y a pas cet exemple en place, on peut pas... Moi, je tape pas sur quelqu'un pour qu'après, je le bloque à vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Notre système, il est comme ça. Il faut pas mentir. Donc, moi, quand je tape sur quelqu'un, je te laisse travailler, en fait. Tu m'as plagié, je récupère juste ce qu'il faut, tu vois ? Tiens, avec les préjudices, tout, mais tu vas continuer à bosser. Tu vas continuer, toi, parce que tu en as besoin. Tu ne pourras pas, en fait. Mais en même temps, c'est normal. Mais je te remets, ce ne sera pas toi. En fait, chaque chose va revenir à sa place.
par rapport à la publicité, au niveau, et puis voilà. Après, c'est comme tout, vous allez voir que chaque chose est bien faite, en fait, finalement, parce que tu les empêches pas de vivre, et tu les empêches pas de se rattraper, surtout avec le temps. Parce qu'au début, bon, ça peut arriver, mais après, il y en a, bah, c'est ça la réhabilité morale. Okay, c'est ça qui peut être anecdotique à un moment donné, et même réaliser le pourquoi physiquement, en fait. Que, en fait, même toi, tu es plus gagnant au bout du compte. Mais c'est un tout. Il faut le visualiser, il faut arriver à comprendre que ce système, il faut le mettre en place. Et qu'il y a un minimum par rapport au nombre d'habitants dans la structure. Okay, donc tout ce que je vous ai amené, retenez beaucoup le 12, le 8, tu vois. On va jouer avec le genre et le nombre. Entre les gens, la monnaie, les fiches de paye, donc 1220. On va venir souvent observer le chiffre 96, mais pour exprimer tous ces ensembles. Mais on va parler en milliards, en millions de milliards après. Donc on parlera au minimum de 10 chiffres. Mais vous allez vous y habituer, vous allez voir, vous allez vous y habituer. Et là, vous allez voir qu'on va cerner comme ça des structures mathématiques, mais on va les cerner. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire plus parce que toi, tu ne touches pas 10 000 euros par mois, mais il y en a qui touchent plus. Ok? Mais déjà, toi, tu vas comprendre ce qu'on te dit. Tu comprends? Tu vas vraiment saisir. Parce que moi, j'aime bien parler de l'ensemble, le volume global monétaire, par exemple, qu'on ne peut pas voir, mais déjà, on peut choper des choses, vous voyez, et puis les rassembler, et puis voir un nombre de chiffres qu'on aura besoin, et puis on le dépasse même, mais concrètement, parce que ça, c'est dans la matrice, donc on récupère tout ça, tu vois. On voit là, on voit là, on voit là. Donc, quand on arrive à des nombres qui atteignent, je sais pas moi, 20 chiffres, 18, 22 chiffres, vous comprenez? Ça monte, ça monte, ça monte. Vous prenez que les plus riches, plus riches, plus riches, plus riches, plus riches, et vous descendez comme ça dans les 200 premières familles, 1000 premières familles, 2000 premières familles, vous comprenez, vous descendez, vous prenez la fortune globale, hein, vous comprenez, vous prenez tout, le capital, le fonds, tout, les dividendes, tout, quoi. Moi, je veux le volume global. Et ensuite, vous faites les PIB, en fait, vous séparez en deux parties. Okay, donc le fonds, qu'il faut obligatoirement, même quand il gonfle, pour justement la demande qui gonfle. Aujourd'hui, on est 8 milliards, mais avant, on était moins d'1 milliard, par exemple. Tu peux revoir comme ça. Ou sur 30 ans, 3 décennies, etc. etc. Donc, c'est ce que je vous dis. La synthèse, elle va vous montrer que déjà, nous, on dépasse la moyenne, et là, je vous parle de toute la planète. Okay, on va simplifier une observation qui est déjà gonflée. C'est-à-dire, on peut être qu'en dessous, et tu vas voir que déjà au niveau du volume qu'on a mondialement parlant, ça fait longtemps qu'on aurait pu régler tous les problèmes. Concrètement parlant, c'est-à-dire des solutions, il y en a une tonne là. Une tonne. Que tu mettes ça en place, autant que tu l'as vécu, comme tu as vu comment ils mettent en place les choses, de la même manière. Ok? Parce qu'on a l'expérience de ça. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu l'as vécu directement. Ok? Ben, je vous dis à bientôt. On va y revenir, vous en faites pas.